Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube. On poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs, les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. Voilà. Donc, on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Bonjour, bonsoir. Bonsoir DMG. Bonsoir à la team DMG. J'espère que vous allez bien. C'est la reine de Nkoumou depuis le Gabon. Je viens vous raconter une histoire. C'est une histoire qui se passe dans les années 2000. Nous allons l'intituler Le portrait maléfique. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme. Nous allons l'appeler Monsieur Ditengu. Monsieur Ditengu était un jeune Gabonais, fervent, sympathisant. Il était fier de son pays et il était décidé de faire changer les choses dans son pays. Et il s'est dit, pour bien faire changer les choses, c'est bien d'appartenir à un parti politique. Alors il est rentré dans le parti politique le plus influent de cette époque, dans les années 2000. Il était content parce qu'il pouvait voir, les dirigeants du parti pouvaient les voir de près. Parce que les dirigeants de ce parti politique étaient aussi les mêmes qui dirigeaient le pays. Donc c'était les ministres de l'époque, c'était les secrétaires généraux de l'époque. Et M. Ditengu était content de les côtoyer de près. Il était dévoué dans ce parti. Il était sympathisant, il était camarade. Et voilà que, à l'anniversaire de ce parti politique, pour le féliciter, pour l'encourager, les membres du parti les plus influents ont offert un cadeau à M. Ditengu. Un cadeau très bien emballé. M. Ditengu était content, il était fier. Ah, quand il arrive chez lui, il était content, il chantait. Et quand il ouvre le cadeau, il était ébahi. Il était vraiment ému. C'était un joli portrait. Et sur ce portrait, c'était la photo des membres influents en même temps du parti politique et en même temps des dirigeants du gouvernement de l'époque. Voilà comment M. Ditengu installe le portrait sur son mur avec fierté et vraiment beaucoup de patriotisme en fait. Voilà que le temps passe. Au bout de 2 mois, 3 mois, quand M. Ditengu dort, il entend du bruit. Il entend du bruit, des gens qui chuchotent. Alors M. Ditengu se dit, bon, c'est rien du tout, peut-être c'est des voisins, voilà quoi. Et puis au bout de quelques jours, ces chuchotements insistent. M. Ditengu se lève une nuit, il va regarder partout, mais il dit, mais qui chuchote autour de la maison? Et quand il arrive comme ça, il regarde, il n'y a personne. Il regarde au salon, la lumière est éteinte, il regarde partout. Il se dit, c'est rien du tout. Il vient se rendormir. 2 semaines plus tard, la scène se répète. 3 semaines plus tard, la scène se répète. Maintenant, un jour, un bon jour, un week-end comme ça, M. Ditengu n'entend plus des chuchotements, il entend des gens qui bavardent. Il entend une causerie. Vous connaissez la causerie? Ça raconte, ça pose des questions, ça discute. Voilà que M. Ditengu vient lentement, doucement, sur la pointe des pieds. Il guette au travers de la porte. Et M. Ditengu regarde, il voit des gens en train de causer. Dans son salon, sur sa table. M. Ditengu il est même étonné. Il s'est dit, mais je n'ai pas une si grande table aussi. Il regarde comme ça. Il n'a pas fait de bruit. Il guettait. Il voit comment les gens sont en train de causer. Mais à un moment, il se perd un peu dans ses pensées. Au point que, vers le lever du jour, M. Ditengu ne comprend pas où les gens sont partis. Parce qu'il a détourné un peu le visage pour comprendre que, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens la font quoi chez moi? Je n'avais pas rendez-vous avec eux. Mais comment? Il s'est posé 1001 questions. Mais comment ils vont faire la réunion chez moi? Je ne suis pas au courant. C'est comme ça que le lendemain, il n'avait pas dormi, mais il part au QG du parti. Il va au QG du parti se renseigner. Il se renseigne, est-ce qu'on avait réunion aujourd'hui? Oh non. Est-ce qu'il y avait une réunion de prévu hier? Oh non.
est-ce qu'un sympathisant a le droit de recevoir les membres du bureau du parti? On dit oui, c'est vrai, c'est possible, si, voilà, voilà. On explique un peu les choses. Il reste un peu perdu. Mais M. Ditengo n'a pas dit à qui que ce soit qu'il avait vu ce qu'il avait vu la veille. Bon, il rentre chez lui, il dit que bon, peut-être qu'il est arrivé, peut-être qu'il a bu. Il n'a pas percuté sur le moment. Voilà que M. Bitengo retourne chez lui. La nuit d'après, rien ne se passe. 2 semaines après, il entend encore des chuchotements. Il vient regarder au salon, rien. C'est-à-dire le même scénario se répète. 1 mois plus tard, quand il vient comme ça, il vient encore sur la pointe des pieds, il trouve la même causerie. Maintenant, il fait très attention, il regarde. Il se rend compte que, mais ces personnes-là, je les ai vues, mais je ne les ai jamais vues de si près en fait. Mais où est-ce que je les ai vues? Il n'arrivait pas à faire le lien. Monsieur Ditengo regarde comme ça, il fouille dans sa tête, il fouille, rien n'est fait. Maintenant, il reste toujours caché, sans faire de bruit. Les gens qui causaient dans son salon, là, sur sa table en manger, ne l'ont pas aussi vu. Ils causaient comme s'ils étaient chez eux, comme si c'était leur QG en fait. Jusqu'à ce que la réunion termine. Au bout d'un certain temps, Monsieur Ditengo s'est même assoupi. Et quand il se réveille, peut-être 5 minutes plus tard, paf, il n'y a plus de réunion. Tout le monde est parti. C'est comme ça que M. Ditengo dit non. 1 fois, 2 fois, j'entends des murmures, tout non, c'est pas bon. Il commence à réfléchir. Il a remarqué 2, 3 personnes. Il s'est dit non, j'ai vu ces personnes quelque part. Il tourne et tourne et tourne. Il dit j'ai vu ces personnes quelque part. Quand il se retourne comme ça, ses yeux se croisent sur le portrait. Vous vous rappelez? Le portrait qu'on lui a offert le jour de l'anniversaire du parti politique. Il regarde le portrait comme ça, il lève les yeux. Mince. Il reconnaît 2, 3, 4 personnes. Et la manière il a remarqué, la manière dont ils étaient postés sur la photo, c'est comme ça qu'ils étaient assis sur son salon, c'est-à-dire par ordre quoi. Ils ont respecté l'ordre de la photo. Alors, M. Ditengo s'est dit, si je reconnais 3, 4, ça veut dire que quand ils sont nombreux comme ça veut dire que c'est toute la clique là qui est à la réunion hier en fait. Oh, M. Ditengo dit non, 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 non. Il dit non. Il dit ça ne peut pas être possible. M. Ditengo décroche le tableau. Il regarde comme ça, il décroche le portrait. Il dit non. Il a commencé à avoir peur, il a commencé à avoir des frissons. Il ne savait pas à qui s'adresser, parce que c'était des hommes influents. S'il commençait à parler de ça, s'il commençait à raconter, il avait peur de sa vie. Oh, M. Ditengo a dit non, moi je n'ai pas signé pour ça. Moi je suis rentré dans le parti politique. Je me suis dit, j'entends les gens dire que oh, voilà, c'est pour l'avancement du pays, on va faire du social. Moi, c'est pas pour ça là où je ne connais pas que maintenant, on m'offre un portrait. Au bout d'un certain temps, les gens sont chez moi. Ils sont tous nous. Non. Il a appelé une de ses sœurs au téléphone, mais il n'a pas raconté ça au téléphone parce qu'il se disait que, peut-être les téléphones sont sur écoute. Il part chez sa sœur, il explique. La sœur dit que, il montre le portrait à sa sœur lui dit qu'il ne retourne plus avec ça chez toi. Il ne sait plus là, il va faire. Il se dit aussi qu'il ne peut pas jeter. Il a ramené ça chez lui, il a cassé le portrait, il a découpé la photo. Il dit que c'était dur à découper. Il s'est dit que non, c'était fait même de quoi en fait. Il a découpé. Il a pris la machette, cassé les bords là qui sont en bois, là, cassé, découpé. Mais Ditengo allume comme ça là, ça ne brûle pas. Ditengo a commencé à chercher à allumer ça à midi, les amis. Le portrait là ne brûlait pas. Il part à la station, il achète le pétrole, il verse. C'est comme s'il avait versé de l'eau. Ditengo dit non. Et puis il dit que la rage commençait à monter. Pourquoi? Parce qu'il sentait la trahison. Il avait la rage, il dit ça la monte aujourd'hui, je ne dors pas. Si je n'ai pas fini avec ça. Il rappelle sa soeur. Il explique. Sa soeur vient, sa soeur l'amène un peu d'eau bénite. Il asperge dessus. Ça brûle, ça s'éteint. Ça brûle, ça s'éteint. Ditengo retourne à la station, il achète le gasoil, il vient, il ajoute. Ça brûle, ça s'éteint. Oh, il dit, ça dort. Il retourne maintenant à la station, il voit un peu les gars là, il dit, donne-moi aussi l'essence. 2 litres.
Il revient avec ça. L'Itengo a mélangé le pétrole, l'essence, le gasoil. Il dit qu'aujourd'hui, là, oh, je ne vous ai pas appelé chez moi, vous allez seulement que brûler. Il a allumé, ça se brûlait morceau par morceau. Il a dit, vous allez seulement brûler. Ça s'est brûlé doucement, 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 jusqu'à ce qu'il a tout brûlé. Le midi qu'il a commencé, il a terminé de brûler ça à 19h. Plus de 5 heures de temps. Vous imaginez, vous? C'est comme ça que l'Itengo est resté dépassé. Il était traumatisé. Il n'a même pas dormi dans sa maison le jour-là. Il est parti dormir chez les parents. Le lendemain, il est revenu. Il a aspergé la maison d'eau bénite. Il a prié. Il est parti dans un marché de Libreville. Là, il a acheté les plantes qu'on fait des fumigations là, pour chasser le mauvais aura, des trucs comme ça. Il est venu, il a allumé ça. Lui-même, il est parti prendre l'huile d'onction chez sa sœur et tout. L'eau bénite, là, il s'est lavé avec, prière sur prière. Sa sœur est venue l'aider. Il a dit que parce que s'il partait raconter ça à un prêtre ou à un pasteur, ça devait chauffer sur lui. Il dit que pardon, moi je suis encore petit. On va maintenant me poursuivre comme si j'ai fait un truc de grave. Bébé, Et c'est comme ça que L'Itengo, monsieur L'Itengo a compris que les cadeaux qu'on donne aux gens, là, les portraits des gens, faisons attention les amis. Parfois on est dans les brocantes. Chez nous, au Gabon, on appelle ça le mutuki. C'est-à-dire les choses de deuxième main, de troisième main. Parfois, on voit un joli portrait, on achète, on amène. Parfois, c'est des passages. Hein. Parfois, c'est des passerelles, en fait, entre deux mondes ou entre deux espaces-temps. Soyons prudents. On peut même aller dans des boutiques, on voit un portrait tout neuf, bien, les portraits des stars, les portraits des gens, les portraits des visages parfois qu'on ne connaît pas. Soyons prudents. Soyons prudents. C'est mieux d'avoir nos propres portraits. Portraits de, je sais pas, de nos enfants, je sais pas moi. Le portrait des gens, le portrait des stars. Je n'accuse personne, non? Mais on peut être prudent, non? Voilà. Soyons prudents. Et plus on est prudent, mieux on se porte. Et n'oublions pas que tout, la dernière chose, la première et la dernière chose, c'est toujours Dieu. Mettons toujours Dieu devant. Faisons des prières. Est-ce que vous voyez? En tout cas, c'était là mon histoire. Merci pour tout. Bonne soirée à tous. N'oublions pas de liker, de partager et de commenter. Bonne soirée à DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG. Bonsoir à la chaîne du Réveil des consciences. Bonsoir à tous les auditeurs de cette chaîne. Et courage à tous les narrateurs, parce que c'est pas facile de venir narrer. Courage à tous les narrateurs et bravo à nous qui narrons ici, sur cette chaîne, pour réveiller les consciences. Alors, DMG, je viens encore ici de poser une autre de mes petites histoires. J'en ai plusieurs, comme je l'ai dit tantôt. Ce soir, je vais te poser une autre de mes petites histoires. Bien, tu vas en juger, tu vas en juger s'il y a du mysticisme ou pas. Mais du moins, je pense qu'il y a du mysticisme. Très bien. Je pense que c'est un peu mystique quand même. Mais c'est beaucoup plus pour attirer l'attention et donner des conseils. Surtout attirer l'attention de nous autres qui nous déplaçons, qui ne dormons pas chez nous et qu'on sort. Bref, voilà mon histoire. J'étais en déplacement. Un jour, j'allais aux funérailles. Je vais dire, oui, aux funérailles un de mes beaux-pères. Et de mes beaux-papas, a dit le papa du mari à ma grande sœur. Voilà. C'était dans la ville de Loum, au Cameroun. Dans la ville de Loum, au Cameroun. Alors, nous sommes rendus exactement à Loum Chantier, parce que le papa habitait à Loum Chantier. Nous sommes rendus à Loum Chantier, où on devait faire les obsèques. Du moins, le papa était décédé. On devait faire la veillée là-bas, à Loum Chantier, et puis avant de transporter le corps pour le village le lendemain. Nous sommes arrivés donc avec la famille à Loum Chantier. Nous avons pris un hôtel pour loger, un hôtel bien réputé de la place. En fait, c'est un hôtel réputé de la place. Je vais taire le nom de l'hôtel pour ne pas stigmatiser. Bref, c'était à Loum Chantier de toute façon. Alors on y arrive. Quand j'ai dit réputé, c'est réputé de non, parce qu'en fait, c'était pas fameux. Mais c'est tout ce que nous, on avait sous la main. Ouais.
C'était à une période, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y avait beaucoup plus, trop d'événements là-bas dans la ville. Mais c'est tout ce que nous avions trouvé, en fait. Et puis, Loum, un petit village comme ça, c'était que ça. Après, c'était le plus grand hôtel que nous avons été présentés à Loum. Nous avons eu la chance de trouver encore quelques chambres là-bas, la famille en fait. C'est-à-dire que ma grande sœur nous avait logé là-bas, nous avait trouvé des chambres là-bas, quelques chambres là-bas. Alors voilà, j'arrive avec mes bagages, j'étais avec des cousines, des petites sœurs, et mon papa même, ma maman même, et consorts, et mes tantes et consorts, on était venus assister notre sœur, qui a perdu son beau-papa. Prenons des chambres. Moi, déjà, j'arrive d'abord tard au lieu du deuil, et puis je dépose les valises, le temps d'installer la petite nourriture, de trouver déjà la maison du deuil, la maison qui va nous héberger pour qu'on prépare, au moins bon, on fasse la cuisine. C'était au lieu du deuil qu'on sort. Et puis les autres sont partis prendre leur chambre entre-temps, en journée. Moi, j'étais là avec les cousines et consorts. On a déposé nos sacs de voyage, pardon, au lieu du deuil, temps d'installer les provisions qu'on a apportées, et puis et tout. Et le soir, maintenant, lorsqu'on se dirige maintenant à l'hôtel là où on avait fait nos réservations de chambre, eh bien, on porte nos bagages, ma cousine, moi et ma petite sœur. Nous étions 3 dans une chambre, en fait. Alors, on arrive au lieu de l'hôtel. Déjà, on voit le concierge. Il nous présente la chambre. C'était déjà pas fameux. C'était pas fameux, c'était une chambre, c'était vraiment dégueu. C'était pas notre goût de toute façon. Mais on n'avait pas de choix. Il fallait qu'on repose la tête, il fallait qu'on se repose. Alors je prends la chambre quand même, on prend quand même la chambre. Le temps de lui dire, il faut changer, il faut remettre une ampoule à la douche, parce que l'ampoule était grillée, même dans la chambre, l'ampoule était grillée. Donc il a changé l'ampoule de la chambre. Le temps de l'appeler, il change aussi celle de la douche. Il a changé celle de la douche. Bref, c'était vraiment pas... C'était des vieilles portes. La porte de la douche, même une vieille porte déjà moisie et qu'on sort. On n'avait pas de choix. J'ai dit, mais est-ce qu'on ne peut pas changer de chambre en fait? Je lui demande au concierge. Il me dit, à part celle-ci, il y a une autre dernière qui est là-bas. Elle est encore pire que celle-ci. Je dis, bon, je me plains, mais ok, je n'ai pas de choix, on va dormir là. Mais moi, vous savez, je suis quelqu'un qui a parfois un sixième sens très poussé. Très poussé parfois, oui. J'ai parfois des flaires parfois. Moi-même, je constate seulement par après que voilà, quand quelque chose va arriver, parfois j'ai des flaires, je repousse mon idée, mais après, quand ça arrive, je dis, ah, pourtant j'avais eu ce flair-là quelque part, j'avais eu ce flair. Bon, il y a des situations, même parfois que je vis, je me rends compte que j'ai même déjà eu à vivre ça dans les rêves. Même un an, 2 ans après, je me rends compte de telle situation qui se produit là. Je me rends parfois compte que j'avais déjà eu à vivre ça dans un rêve qu'on sort. Bref, c'est un peu comme ça que je suis en fait. Quoique ça m'effraie souvent, mais c'est comme ça. Alors, je dis, ok, d'accord. Pour moi, il faut balayer. Il a fait l'effort, le concierge avait fait l'effort de nettoyer la chambre, de balayer comme il pouvait, de balayer qu'on sort. Je dis, bon, moi, d'abord, je ne dors pas sur les draps, dans les auberges, les hôtels, je ne dors pas. Quand je voyage, je prends toujours la peine d'apporter soit mon grand pain, soit un drap, soit parfois même 2 draps. Lorsque je sais que je vais dormir, je mets mes draps dans mon sac. C'est ce que j'avais fait. J'avais mis mes draps dans mon sac. J'ai d'abord dit, bon, ok, j'ai déposé mes effets. On nous a déposé nos effets sur la table, parce qu'il y avait une table dans la chambre. On a déposé nos effets sur la table. Après, ma cousine venait s'asseoir sur le lit. J'ai dit, attends quelque temps. Ne t'assois pas sur le lit. Ah, elle me dit, non, vraiment, je suis fatiguée, je vais me coucher. Je dis, attends, c'est pas comme ça que ça se passe. Laisse-moi. Je sais pas, laisse-moi, je reste d'abord debout. Et puis, j'ouvre le placard. Je regarde. Juste par curiosité, parce que c'est vrai que même avant d'y être et que
quand parfois je voyage et que je me déplace, je dois dormir dans un hôtel ou que ce soit, j'ai l'habitude parfois d'inspecter la chambre. D'inspecter la chambre. Parfois, éteindre même les lumières et regarder, parce que je vous assure qu'il y a des chambres où ils ont même des petites caméras, hein, des petites caméras. Parce que là, j'en ai déjà eu à dépister comme ça. Parfois, tu éteins la lumière, tu vois l'infrarouge. Là, c'est que c'est une caméra. Donc, en fait, j'éteins la lumière, je regarde d'abord. Après, je vois rien, il n'y a pas d'infrarouge. Après, je rallume, j'ouvre les placards. Je regarde les placards. Dans les placards, en fait, il n'y avait rien. Apparemment, il n'y avait rien parce que les placards, je regardais en bas et plus haut, je ne suis pas pris la peine de monter plus haut. Bref, je referme. Mais seulement, je veux prendre déjà les effets. Quelque chose me dit encore non. Continue d'inspecter. Ça ne va pas. Il y a quelque chose. Bref, je sentais comme, la chair de poule qui me prenait dans la chambre. La chair de poule qui me prenait dans la chambre. Je n'étais pas tranquille. Alors je tourne. Ma cousine me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, elle va à la douche, commence à se débarbouiller, qu'on sort. Elle dit, non, va, je ne sais pas ce qui ne va pas. Pendant qu'elle est à la douche, pour se débarbouiller, me voilà dans la chambre. J'enlève le drap de l'hôtel. Je mets sur les effets sur la table, dans le placard. Je soulève le matelas. En bas du matelas, c'était contreplaqué. En fait, les traverses étaient aussi couvertes d'un contreplaqué. Non, je ne m'arrête pas là. Je soulève le contreplaqué, je tire, j'écarte les traverses. Qu'est-ce que je vois, DMG? Je vois de la terre en forme de croix. Une grosse croix dessinée avec de la terre tout au long du lit. C'est-à-dire de la longueur et du lit, on a dessiné avec de la terre, une bonne quantité, hein. Et versalement aussi, horizontalement et verticalement. Bref, c'était une croix carrément. Une croix, un peu comme la croix des chrétiens, dessinée au fond du lit avec de la terre. Il dit, ah, tiens, voilà ce qui ne va pas. Alors la chair de poule me prend davantage. Je me mets à prier. Je me mets à prier, alors directement, je me mets à genoux devant le lit. Je me mets à prier à haute voix. Bah, ma cousine qui dit, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle vient me trouver en train de prier, en train de déclarer, en train de prier. C'est ma maman et ma tante qui étaient dans la chambre qui était la chambre d'à côté. Elles accourent aussi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Elles viennent là, elles me trouvent. Elles voient aussi, elles constatent, tout le monde le constate. Alors on va appeler le concierge. Pendant que le concierge vient, là, moi j'étais souvent en train de prier. Ma tante m'a rejoint dans la prière. On était en train de déclarer, on priait, on a commencé à prier, à déclarer, à renvoyer, à prier, à déclarer, à renvoyer. Ce moment qui arrive là, toute tremblante et qu'on sort, elle n'a pas ce réflexe-là. Bref, voilà, le concierge arrive, il regarde, il va sécher le balai, il dit qu'il va balayer, mais pendant qu'il fait ces tours-là, il cherche le balai, la porte, je lui demande d'attendre. Il a attendu avec le balai à côté. Nous avons fini de prier, déclarer. Maintenant, il dit qu'il va balayer mon consort. Il dit ok. Il dit, donne-moi le balai, je vais balayer. Il dit non, non, madame, laissez, je vais balayer. Il dit, mais depuis, vous saviez qu'on devait arriver, vous n'avez pas apprêté les chambres. Comment? Il dit que moi, j'ai apprêté les chambres. Seulement, je n'ai pas eu l'idée de balayer en bas du lit, vraiment. Toutes les choses, il me dit maintenant, des choses comme ça, c'est d'habitude, c'est fréquent, c'est fréquent. Il a l'habitude d'enlever comme ça. Même dernièrement, toujours dans cette chambre-là, il a enlevé des fétiches. Il a enlevé des fétiches, des choses qui étaient emballées dans mon placard là et qu'on sort. J'ai dit, tiens, même le placard, j'ai regardé, mais j'ai pas bien regardé. Monte en haut, monte, tu regardes en haut. Il est monté, la dernière chambre du placard en haut, il a encore retiré des boules attachées. Des boules attachées. Il me dit, c'est un couple, il y avait d'abord un footballeur, je ne sais pas de quelle nationalité,
il y a une équipe qui avait hébergé des footballeurs ici dans leur hôtel pendant longtemps. Ils ont fait peut-être 1 an ici. Et puis, ils ont fait peut-être 1 an ici. Et puis, le gars, même quand le gars aussi, le footballeur était sorti, il avait retiré aussi des fétiches comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, il y a le gars, on faisait des fétiches dans la chambre, et comme ça, il avait retiré des fétiches. Il vivait, venait souvent avec sa petite copine là-bas et comme ça, mais il avait retiré. Mais après lui, ils ont fait 1 an peut-être là-bas, il vivait là-bas carrément. Et après lui, il y a des expatriés, enfin non, des Indiens, oui, des Indiens, ceux qui viennent souvent au pays là pour vendre leurs marchandises, leurs chaînes, leurs colis et consorts et consorts et consorts, leurs chaînes, en fait, leurs articles, des Indiens plutôt, qui ont aussi séjourné là-bas après le footballeur, peut-être pendant 2 mois, ils venaient de partir. Et peut-être que c'est eux qui ont laissé encore ça. Mais quand ils sont partis, il a enlevé des bouts de placard. Il me dit, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Tu vois, il prend le balai, il balaye, il balaye, il balaye. Après, je le suis, il dit, viens, venez voir ce que j'avais retiré là-bas. Je le suis, je vais au niveau de son bureau là-bas, à l'accueil. Il me montre, il sort, il me montre dans ses tiroirs là-bas. Voilà ce que j'avais retiré, voilà, 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 voilà. Moi, c'est fréquent ici, mais c'est rien, c'est rien. Il dit, bon, ok, d'accord, c'est bon. Ok, c'est rien, mais vous aurez dû vraiment nettoyer les chambres et consorts. Alors, c'est... Du coup, voilà, nous sommes sortis. Nous sommes allés appeler maman et les tatas et consorts, tout le monde. On allait toquer à toutes les chambres des nôtres qui étaient déjà couchées parce que c'était déjà tard. 23 heures passent par là et bon, papa était déjà couché dans sa chambre et puis les autres étaient là couchés. On a cogné les portes, fouillé tous les fonds du lit. Je vous assure, GMG. On a alors inspecté, ils ont respecté chacune sa chambre. Maintenant, tout le monde a inspecté leur chambre. Mais malheureusement, il n'y avait rien dans leur chambre. Ils n'ont rien trouvé en fait. Donc en fait, dans ma chambre, c'est ma mère qui me convainc, non, il faut plus y dormir. Et puis, venez, on va dormir ici chez nous, même si on va se coucher au sol, les consorts, dans ma chambre. Elle dit, non, maman, je vois, je vais dormir. On va dormir. Elle dit, jamais. Elle a catégoriquement refusé. Bon, ma mère, elle n'a pas voulu que je dorme là-bas pour elle. C'était comme un suicide pour moi si j'y passais la nuit, si on y passait la nuit. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la dernière chambre, encore plus sale, plus vieille, quoi, mais qui n'avait pas ces traces de maraboutage et ces signes de sorcellerie là. On avait inspecté, il n'y avait pas. Bien, on a pris celle-là, le temps de fixer une ampoule, le temps de faire, bref, juste se coucher la tête pour dormir ce soir-là. Alors, on a intégré cette dernière chambre-là. On a prié, on a fait nos prières quand on bien, on a fait nos prières. Et puis, on s'est couché jusqu'au lendemain. Alors, on a fait le deuil, mais le lendemain, nous sommes allés donc, au deuil et puis nous avons quitté les lieux ce lendemain-là. Bref, en fait, là, je vais attirer seulement l'attention de beaucoup de personnes qui, comme moi, se déplacent parfois et voyagent parfois dans les lieux, que ce soit dans des grands hôtels, que ce soit dans les petites auberges, que ce soit dans les... Je sais pas. Bref, des maisons de passe et même des chambres d'hôtes. Il faut toujours faire très attention. Fouiller, regarder. Prenez la peine d'inspecter les lieux où vous allez vous coucher. Vous allez fermer l'œil. Parce qu'une fois l'œil fermé, là, c'est comme une seconde mort. Donc, vraiment, prenez très attention. Inspectez toujours les lieux. Le mieux, parfois même quand il y a des miroirs, ne gardez pas le miroir que vous voyez dans les hôtels. Ne le gardez pas en fait là comme ça, ne dormez pas avec le miroir. Ça, c'est aussi un conseil que j'ai reçu et que je donne aussi. C'est-à-dire, si dans la chambre d'hôtel, il y a un miroir, soit vous le couvrez carrément, soit vous le retournez carrément. Ça, c'est un petit conseil que je voudrais aussi donner en attirant l'attention. Je ne sais pas s'il y en a une ou deux personnes qui ont aussi vécu d'autres situations similaires dans les hôtels ou dans les auberges, vu des choses comme ça, parce que ce sont des lieux qui sont vraiment impurs, je peux traiter ça comme ça. Parce que dans les hôtels, les auberges, comme ça, il se passe
plein de choses, plein de choses. Mais seulement, on n'y peut rien lorsqu'on est en déplacement. On ne peut pas faire autrement, on n'y peut rien, on est obligé d'y passer. Mais seulement en y passant la nuit, vraiment, pour ceux qui sont spirituels, mettez vraiment votre foi en jeu et, et priez vraiment beaucoup. Priez beaucoup pour que vous y sortez sans souci, sans séquelles et sans rien. Après, voilà l'histoire que je voulais raconter ce soir DMG. J'espère que ça va édifier une ou deux personnes. Likez, partagez et surtout, j'attends vos commentaires. Ok, ciao, bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Commentez, likez, partagez. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul le guerrier de Dieu. Et tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Vente d'âme pour la richesse. Cette histoire se déroule dans une ville de la région de la Dama au Cameroun. Avant de passer à mon histoire proprement dit, j'aimerais saluer DMG lui-même, le staff technique de DMG, toujours au Four Moulin pour que cette émission puisse être réalisée. Tonton Alex, l'homme de l'ombre, la prunelle de lait de Dieu, Manbassa, Léonidas, la citoyenne africaine, les femmes du Sud, Sam l'énigmatique, les mamans, puis des bénéficiaires, celles qui racontent toujours les histoires de son quartier, les narrateurs et narratrices qui ne veulent pas se faire identifier par le nom de ce bouquet, et aussi ceux que j'ai oubliés. Un grand dédicace particulier aux commentateurs, positifs ou négatifs, mais surtout ceux négatifs que je vais toujours encourager de remplir si possible tout l'espace réservé aux commentaires afin que nous en tirons toujours du bon de leurs commentaires négatifs pour faire grandir et améliorer la page. Franchement, famille DMG, je vous remercie à vos rôles respectifs par ici. Je vais passer à mon histoire proprement dit. À l'époque, dans le quartier où nous étions en location, on avait des voisins qui étaient du côté gauche à 4 pâtés de maison de nous. Et là, il y avait une famille qui vivait là-bas dans une pauvreté extrême. Donc, ils étaient trop précaires, ils étaient dans une situation précaire que je ne sais pas comment qualifier. Donc, le mot pauvreté extrême est même trop petit pour qualifier. Non seulement ils étaient tellement pauvres, misérables à la limite, mais ils étaient dotés d'une saleté impressionnante. Franchement, quand tu les voyais, tu voyais les pieds, ils n'avaient pas de babouche, sales comme tout, crasseux, les habits déchirés, la gale au corps, les chics aux pieds, ils étaient vraiment la dâtre sur la peau. Franchement, c'était vraiment, quand tu les voyais, c'était vraiment dégoûtant de les voir, franchement. Dégoûtant, à la limite. Et au fil du temps, on a vécu comme ça avec ces gens-là, qu'on regardait toujours d'un œil bizarre parce que eux, ils ne se plaisaient pas à être quand même propres, même s'ils étaient tellement pauvres, misérables. Et voilà donc un de ces 4, donc sur une période d'1 mois comme ça, voilà, la maman, puisqu'il y avait une maman, un papa, cette famille a été constituée d'une maman, d'un papa, d'une maman, d'un premier garçon et des autres enfants. Ils étaient nombreux aussi, ils avaient des petits enfants que tu voyais là partout dans la cour, sortant de ces maisons là, alors qu'ils avaient à peine un grain de riz pour se mettre sous la dent. Et là, comme je disais tantôt, le papa vient à tomber très malade. Il décède quelques 3 jours après. Et pendant que on est en train de chercher à remplir les modalités pour aller mettre son corps à la morgue, voilà que le premier fils fait presque la même maladie que son père, il décède également. On amène donc les 2 corps à la morgue, le deuil s'est fait avec l'aide des gens et des uns et des autres au quartier et certains membres de la famille de ces gens-là. Et bien après, on se rend compte, peut-être 2-3 mois après, on se rend compte que la maman devient subitement friquée. Elle entre dans des affaires, elle commence à faire des affaires, le commerce, ça donne, ça marche, ainsi de suite. Elle déménage même dans la maison de Trois-Rats où ils étaient. Ils partent louer une maison un peu digne de ce nom. Tout va bien pour chez elle, c'est monté, c'est descendu. Et puis subitement, dans le quartier où elle était, et donc ce n'était plus trop loin du quartier où on était d'abord avant qu'il ne déménage cette famille-là. Ces gens-là, dont le père et le fils ont commencé à apparaître aux gens entre les 2 quartiers. Donc on les voyait là constamment, Si tu marches, tu es un noctambule, la nuit tu t'amuses, tu vois le fantôme de ces gens-là. Et c'est comme ça que les rumeurs ont commencé à courir au quartier. C'est parti, entrer dans les oreilles de cette femme-là, peut-être qu'ils voyaient aussi ces gens qu'elle avait vendus parce que finalement, les gens ont cherché et les spirituels ont fait comprendre que si vous voyez ces gens-là, c'est simplement parce que
la femme a vendu son mari et en même temps vendu son premier fils pour devenir riche, pour avoir la richesse, pour que tous ses affaires marchent. Et c'est donc le cas que vous êtes en train de voir physiquement. Avec toute la honte et tout ce qui se disait et ce qui était avéré, exact, la femme a préféré prendre sa famille et rentrer dans son village qui était entre la Damawa et le centre du pays. Donc, famille DMG. Vous voyez que pour l'argent, pour la cupidité, les gens sont prêts à tout, à vendre la chair de leur chair, le sang de leur sang, et à vendre même leur moitié, la personne avec qui ils ont décidé de faire leur vie, jusqu'à ce que la mort les sépare. Mais ce n'est pas la mort, c'est un peu mort naturel qui les sépare. Au final, c'est plutôt un des deux partenaires qui décide comme ça d'ôter la vie à l'autre parce que il veut transformer l'âme de cette dernière-là en argent pour que celui-ci parte travailler cet argent dans le monde spirituel. Famille DMG, je ne cesserai assez de le dire, restons en prière. C'était l'histoire qui tenait à partager avec la grande famille DMG. C'était ça, de Paul Guerrier de Dieu depuis la ville Cribo Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager. Surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV. Parce qu'avec DMG TV, est numéro ça pour les deux mondes paradis, ça dit le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour une autre histoire mystique. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul Guerrier de Dieu. Et tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Le Petit Sorcier. Cette histoire se déroule dans une ville de la région de la Damawa au Cameroun. Avant de passer à mon histoire proprement dit, j'aimerais saluer DMG lui-même, le staff technique toujours au Formule 1 pour que cette émission puisse être réalisée. L'homme de l'ombre, tonton Alex, la prunelle de l'œil de Dieu, Manbassa, Léonidas, la citoyenne africaine, les femmes du Sud, Sam l'Inimatique, les mamans, pluie des bénédictions et celle qui raconte toujours les histoires de son quartier. Sans oublier les narrateurs et narratrices qui ne veulent pas se faire identifier par le nom de ce bouquet et bien évidemment ceux que j'ai aussi oublié de mentionner. Et surtout un grand dédicace aux commentateurs positifs et négatifs, mais surtout négatifs que je veux toujours encourager de remplir même si possible tout l'espace réservé aux commentaires parce que grâce à les commentaires négatifs, on en tire du bon pour l'évolution et l'agrandissement de cette page. Famille DMG, je vous remercie franchement à vos rôles respectifs par ici. Je vais passer à mon histoire proprement dite. À l'époque, dans notre quartier, on avait un voisin de face quand nous étions encore petits. Je pense j'avais l'âge de 8 ans, 9 ans. Et on était un groupe d'enfants qui étaient comme ça appelés à jouer ensemble de temps en temps. Mais il y avait un qui était face à nous, le voisin, qui était à ma foi très bizarre ce jeune de notre âge là. Et il avait un teint clair dont ça tirait un peu comme un albinos, avec les cheveux roux. Il avait des pieds, quand tu regardes le plat de ses pieds, c'était comme le ventre d'un serpent. Et il aimait trop des jeux de brutalité, des jeux où il faut toujours des altercations de foi si possible et consort. Et il avait un langage où il était prêt à injurer n'importe qui. Nous, on respectait les grands frères du quartier qui nous envoyaient, on partait sans problème. Mais lui, quand un grand frère l'envoyait, il refusait. Non seulement il refuse de partir, mais il se met à injurer le grand frère. Et une fois que le grand frère porte main sur lui, quelque temps après, tu vas voir que ce grand frère-là tombe malade. Et c'est donc ainsi qu'il fonctionnait, et on a fini par comprendre que ce petit voisin de face là était un sorcier. Comment? Un jour, sa grand-mère, puisqu'il est venu là vivre avec sa grand-mère, quittant le village d'où il sortait toujours dans la région, il est donc venu là s'installer pour fréquenter, mais même l'école là, il ne partait pas à l'école. Sa grand-mère, bon, vu aussi, vous voyez, il y a certaines grand-mères qui se laissent prendre par le sentiment qu'elle éprouve pour petit-fils, et voilà que c'est parti. Il était là comme ça, un dribbleur de cours, il ne partait pas à l'école, il partait quand il voulait, comme bon lui semblait. Sa grand-mère, comme je disais tantôt, un jour, elle est sortie, elle a laissé à la maison, de ne pas sortir, de rester là, faire ce qu'il avait à faire, et elles doivent revenir le trouver dans la maison. Mais ce petit-là, très têtu, avec son esprit de sorcellerie qui le hantait, il est sorti, venu à nous rejoindre au niveau où nous étions, on s'est mis à jouer, et voilà que quand sa grand-mère revient, furieuse, tout en colère, parce que non seulement il était sorti, mais il n'avait rien fait de ce que elle avait demandé à faire comme travaux à la maison. On le fait donc appel, et c'était une première que sa grand-mère tapait sur lui,
Et là, voilà que après que sa grand-mère finit de taper sur lui, il n'a même pas pleuré hein, vraiment parce que on l'a vraiment infligé une bastonnade, mais il n'a pas vraiment pleuré. Et il a donc promis à sa grand-mère que elle verra ce qui va l'arriver puisqu'elle a décidé de porter main sur lui. Et le jour suivant, sa grand-mère, voilà sa grand-mère qui tombe gravement malade. Elle tombe malade là, ça ne va pas. Elle est obligée d'appeler la mère de l'enfant qui est de l'autre côté au village. La mère de l'enfant débarque Dada, dont sa fille. Elle débarque Dada. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Elle explique le problème avec l'enfant. Et l'enfant comment l'enfant aussi signalé, comment l'enfant a déclaré qu'elle allait voir, puisqu'elle a porté main sur lui, sur lui. Et voilà qu'elle est donc actuellement malade. C'est où il y avait donc une femme aussi, une connaissance, bref, une femme de leur famille qui était là. Et elle dit que mais depuis là, vous êtes aveugle, vous ne voyez pas que cet enfant, si c'est un sorcier, il est doté de mauvais esprits. Et c'est où on a donc commencé, la femme a commencé à sonder l'enfant, poser des questions à l'enfant. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu déranges les gens? L'enfant ne répond pas. Elle dit que si tu ne dis pas, si tu ne parles pas, je vais battre sur toi. C'est où la mère de l'enfant peut prendre un fouet, donc un bâton, un quelconque bâton, elle vient avec pour le frapper avec. La dame qui était à côté là, il paraît que c'est la dame de la famille, il paraît que c'était aussi quand même peut-être une visionnaire dans le spirituel. Elle dit que tu prends le bâton là, c'est presque le même, ça veut presque le même fouet que sa grand-mère le fouettait, mais il n'a pas pleuré, il n'a du tout pas pleuré. Il a simplement exercé sa sorcellerie sur sa grand-mère. Donc ce qu'il faut avec cet enfant, soit c'est les lianes de patates, soit c'est la tige de macabo pour frapper sur lui. Là, vous allez voir, il va parler. C'est effectivement la chicotte avec laquelle on inflige des bastonnades aux sorciers pour expliquer à la grande famille d'MG. C'est où quand la mère de l'enfant va donc couper une tige de macabo et couper une liane de patates, elle vient déposer. L'enfant a regardé les plantes comme ça et il s'est mis à parler, pleurer même avant qu'on ne le touche. Commencer à pleurer. Pleurer que pardon, ne me frappe pas avec ça, je veux parler. Il a donc commencé à relater qu'effectivement, il ne sait pas, à l'époque il rêvait, quand il était tout petit, il rêvait qu'on venait lui le prendre et partir avec lui, il ne sait pas qui faisait ça parmi dans la famille. Mais néanmoins, c'était une grande personne. Et cette personne amenait dans des voyages, il faisait des voyages, il se voyait en train de planer dans l'air comme s'il était dans l'avion, s'est monté, descendu, il faisait des voyages, il partait dans des pays. Et voilà, comme ça, il s'asseyait sur les tables, il mangeait, il faisait des festins. Et au retour de là, au fil du temps, on lui a remis des talismans, des gris-gris qu'il a donc enterrés. Il a fait comprendre qu'il a enterré certains ici, dans la ville où on était, dans le quartier où on était, et d'autres, il a enterré au niveau du village, là où tout a commencé. C'est où la grand-mère dépassée et scandalisée, en même temps que sa maman, parce qu'elle entendait sortant de l'enfant. Néanmoins, a quand même pris la tige de macabo, fouetté sur lui, et dès qu'on l'a frappé un coup, il s'est mis à crier, vous me brûlez. Elle l'a fouetté jusqu'à ce que la tige de macabo se coupe. Elle a aussi pris les lianes de patates, fouetté. Et après, on a vu les traces sur l'enfant, sur le dos de l'enfant. Franchement, les tiges, j'ai dit bien les tiges, la tige de macabo et les lianes de patates. Ça lui a donné des traces comme si on le fouettait avec un fil, je sais pas, un câble électrique, un truc comme ça. Le câble du gaz. Et bien après, comme je disais par la suite, cet enfant-là, on l'a renvoyé au village. Bien sûr que on l'a obligé à déterrer. Il a dit que c'est un truc mystique, qu'ils enterrent ça mystiquement, il va déterrer. Et sur la nuit du même jour, on lui a demandé de partir déterrer. Spirituellement, il est donc parti, il a déterré. D'après ce qu'il est revenu, il a dit le matin qu'il a déterré. Maintenant, il fallait qu'il parte déterrer celui du village. On les doit amener. C'était comme ça que cet enfant-là, cet enfant de cette génération-là, on ne l'avait plus vu et il était perdu de vue jusqu'aujourd'hui où je vous parle. Dans famille DMG, il y a des choses sur lesquelles si vous ne voyez pas, vous allez dire que ça n'existe pas. Franchement, le sorcier, on ne frappe pas le sorcier avec un quelconque fouet comme vous pensez là. Donc, si vous voulez faire de l'expérience, si vous savez que quelqu'un est sorcier, prenez les lianes de patates ou bien la tige de macabo, vous essayez de le menacer avec pour le frapper. Néanmoins aussi, si vous savez que cette personne sort la nuit, donc cette personne vampe la nuit, sort en vampire, prenez du piment, frottez sur ses habits, parce que quand il dort là, vous voyez que c'est la personne là, mais la personne n'est plus là, ce n'est que l'enveloppe qui est là.
frottez prenez le piment, frottez sur ses habits. Ne le touchez même pas la peau avec, frottez seulement sur les habits sur lesquels il est. C'est que vous avez tué la personne, parce que quand il va revenir, il va vouloir porter l'habit, il va ressentir que l'habit brûle le piment, il va plus entrer dans son corps qui est l'enveloppe, et c'est comme ça qu'il va préférer s'en aller, et vous allez entendre là que quelqu'un est décédé le matin. Donc c'est donc souvent comme ça dans ce genre de cas de figure que vous entendez quelqu'un est parti coucher, il n'y avait rien. Le matin, cette personne est décédée. Des fois, c'est là-bas qu'on finit avec lui, mais deux fois, vous venez soit déplacer dans la position dans laquelle il est en train de dormir, ou elle est en train de dormir, soit vous prenez ce piment, soit vous faites quelque chose que, peut-être dans l'ignorance, l'entraîne que son esprit ne revienne plus entrer dans son corps qui est une enveloppe pendant ces moments-là. Donc, famille DMG, restons en prière parce que franchement, le monde mystique existe, la sorcellerie existe, le monde spirituel, le monde invisible existe, et ça a beaucoup d'impact sur notre monde physique. C'était l'histoire qui était à partager avec la grande famille DMG. C'était ça de Paul le Guerrier de Dieu depuis la ville de Crébé au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV, parce que DMG, l'esprit d'être humain, ça pour les deux mondes parallèles, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour une autre histoire mystique. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez, s'il vous plaît. Bonsoir DMG TV, moi c'est Laetitia, camerounaise vivant à Douala. Oui, j'ai 2 histoires à vous raconter aujourd'hui. La première n'est pas si longue que ça, mais c'est celle que j'ai vécue aujourd'hui. L'histoire mystique que j'ai vécue aujourd'hui, le 24 septembre 2025. Vraiment, dans la vie, que chacun apprend à rester à sa place, DMG. Ce matin, je suis sortie à 6 heures pour aller au travail, puisque je travaille dans une société de la ville, et dans cette société, nous sommes nombreux, on compte près de 2000 employés. Bon, quand j'arrive en société, dehors là, il y a les places pour manger. Il y avait une collègue là, elle était pas en fait dans ses humeurs, quoi. Elle venait de prendre 3 sachets de fighter. Voilà alors une autre collègue qui est venue vers elle. Et il paraît que notre collègue là, c'est une cribienne. L'autre collègue maintenant vient vers elle, lui taquinant en disant que on m'a dit que tu écris bien, que tu as le Mami Wata. Montre-nous le Mami Wata là. Montre-nous ton Mami Wata. Montre-nous ça. C'est d'où la cribienne a rougi. Elle a changé d'humeur. Les yeux ont rougi. Elle a posé la question à la fille. Que tu es sûr que tu veux voir ce que tu cherches? Elle a dit oui, je veux voir. Que tu es sûr que tu veux voir? C'est là maintenant paniquant, tremblant. Elle a uriné sur elle. Quand elle pisse donc sur elle, il y a une maman à côté qui vend le bitaco là, un peu de tout, les trucs, les petits trucs là, les bonbons, biscuits. La maman là s'est levée, elle a pris un pépé, elle a donné à la fille. Que prends maman, calme-toi, je sais ce qui entoure. La fille s'est calmée, elle est revenue en elle. Elle a répondu à celle-là que apprenez à vous occuper de ce qui vous regarde. Apprenez à vous occuper de ce qui vous regarde. C'est d'où on a appris, l'heure du travail était proche. Comme on entrait à 7 heures, nous sommes entrés au travail. Et par chance pour moi, je sais pas, quand il dit chance, c'est pour avoir bien les informations par rapport à la fille. Puisque j'étais en congé et puis je suis revenue, quelqu'un d'autre a occupé ma place, et la place dans laquelle je travaillais, c'était à côté de la demoiselle en question, la cribienne. On faisait des commentaires de ça sur notre table, et puis elle a ouvert la bouche pleinement, nous faire comprendre qu'elle a son Mami Wata à elle. Que le Mami Wata c'est un homme et tout, elle est avec lui tout le temps, elle le voit et tout. Et que elle est très posée, même elle évite les problèmes, qu'elle n'est pas le genre de fille qui aime les problèmes et tout, car elle se respecte. Et qu'il arrive même parfois qu'elle tape son Mami Wata là avec les prières. Et je dis que mais avec les prières, comment? Elle dit que oui, que quand elle veut quelque chose, lui l'empêche de vouloir, un peu comme il empêchait de vivre avec un homme. Seulement, elle s'est battue, elle a prié jusqu'à ça s'est calmé, ça a accepté cela. Elle vit avec un homme, elle a 2 enfants, mais jusqu'à là, elle se plaint que c'est à cause de ça que sa vie n'avance pas. Elle est toujours là dans les situations, besoin d'argent. C'est d'où on l'a conseillé qu'elle a besoin d'une prière de délivrance. Et elle avoue même que parfois, quand elle reste comme ça, elle est foirée, elle se prostitue avec l'homme à la maison. Donc, tu sens que les gens ont vraiment les problèmes dans la vie. Vraiment des problèmes. Donc, voilà la petite histoire.
que chacun apprend à rester à sa place. À moins d'un seul a failli voir ce qu'il ne fallait pas voir aujourd'hui. C'est la première histoire. Maintenant, la deuxième histoire. La deuxième histoire ici au quartier. Toujours dans mon quartier, j'avais une voisine pas loin de moi. C'est les années 2020. Oui, 2020, ça fait 5 ans aujourd'hui. Cette voisine en question DMG, elle vendait les soutiens. À l'époque, on se ravitaillait chez elle, on achetait les soutiens et tout. Elle faisait même le col boss. Elle était la fille unique à ses parents. Une grande fille, à l'époque, elle avait 2 enfants. Elle était la fille unique à ses parents. Voilà, alors, dans son commerce de soutien et tout, elle a fait la rencontre d'un monsieur. Un homme d'affaires, en fait. Le monsieur lui offrait tout ce qu'elle voulait, tout ce qu'elle demandait. Le monsieur l'aidait, le monsieur lui donnait et tout. Elle ne manquait de rien. Ce qui faisait même qu'elle ne faisait même plus son commerce là. Donc, du coup, elle avait à ce qu'elle voulait venant du monsieur. Un jour, le monsieur devait effectuer un voyage. Je ne sais pas trop d'où il va aller. Elle a dit à son mari, à son gars, que ouais, ben, comme tu parles là, je ne sais pas ce que je vais t'offrir, je ne sais pas ce que je peux t'offrir, tout. Le monsieur lui a dit que ben, tu n'as pas à t'inquiéter, offre-moi juste un coq. Elle dit, ah bon? Elle dit oui. Le monsieur dit oui, je veux juste un coq et tout. Elle dit, ah, donc c'est seulement ça que tu me fais paniquer comme ça. Juste là, je réfléchissais que je vais t'offrir quoi et quoi. Ok, si c'est juste un coq, il n'y a pas de problème et tout. Elle est partie au marché, elle a acheté le coq. Si elle achète dans son coq, elle parle l'offre au monsieur. Le monsieur dit, waouh, merci pour mon coq. Elle dit que non, bébé, je te ferai plaisir si cela aussi te fait plaisir. T'inquiète pas. Elle a offert ça à son type. 2 jours après, son père tombe malade. Quand son père tombe malade, elle n'avait pas les moyens de transporter son père à l'hôpital. Elle appelle son monsieur. Elle dit à son type que son père est malade et tout. Le monsieur demande à lui voir quand elle arrive. Le monsieur lui fait part que oui, comme ton père est malade comme ça, c'est le corps que tu m'as donné et tout. Elle dit, et comment ça, le corps que je t'ai donné? Que oui, le corps que tu m'as donné, c'était un sacrifice de ton père et tout. Elle dit, comment ça? Je ne savais pas que c'était le sacrifice de mon père et tout. Elle a paniqué. Quand elle arrive chez elle, constate que son père est mort. Quand elle apprend le deuil de son père, elle le sait, tombe malade. Elle chute en fait, elle ne tombe même pas, elle chute. Elle l'amène à l'hôpital. On fait le deuil de son père jusqu'à l'état à l'hôpital Stan. On a fait le deuil de son père en décembre. Elle est à l'hôpital début décembre. Elle est à l'hôpital. On enterre son père 1 semaine après. Elle aussi, la jeune fille décède. Comme ça, rien du tout. Quand elle meurt, sa mère désespérée, elle ne connaissait pas comment elle devait faire. Nous, les voisins ici, on assistait, on faisait ce qu'on pouvait. On croyait que non, c'était une mort naturelle et tout. Et ouais, il n'y a rien. La jeune mère, là, elle perd son mari et sa fille comme ça, au même moment, comme ça. Voilà, alors, là, elle est morte, elle a laissé sa mère avec ses 2 enfants. On a fait le deuil et tout. Tout s'est bien passé jusqu'à voyager, aller enterrer le corps, revenir. Quand la mère reste, les gens appellent la mère. On voit tel, parce que je ne dois pas prononcer le nom de la fille. On voit X à tel endroit. La mère ne croyant pas. D'autres gens même du quartier ici se plaignaient qu'on la voyait même en deux côtés. La mère ne croyait pas. C'est d'où la mère a accepté que l'histoire c'est vraiment ça. Quand elle est venue toquer chez eux à pleine 2 heures du matin, elle est venue toquer chez eux. Elle toque, la mère comprend, elle dit c'est qui? La mère se lève pour aller ouvrir la porte. La mère entend une voix que maman c'est moi. Elle dit son nom, elle parle en patois. Que maman a mieux sonné débit à propre. En français, ça veut dire que maman c'est moi. Je suis venue regarder si mes enfants ont mangé. La mère dit maître, donc la fête est vraie. Rentre d'où tu étais. Tu es déjà parti, ne reviens plus. Rentre. Elle a prononcé son nom, lui chasser. Elle doit commencer la prière. Au petit matin, elle s'est levée, elle est partie à l'église proche.
Puisque dans notre quartier, on a une paroisse. Elle est allée là-bas. Elle a invité le prêtre de l'église, de la paroisse chez elle. Le prêtre est arrivé, il a prié, béni, versé de l'eau. Qu'est-ce qu'il fallait faire? La faire calmer un peu chez elle. C'est donc on a appelé encore la mère au village. Alors, si c'est grave, la mère s'est déplacée. Elle est allée au village en faisant les rites. Elle a fait la voyance chez nous, les Bamileke. Et donc, on constate que c'est la fille en question qui s'est compliquée avant, c'est son père. On a dit qu'on va déterrer sa tombe. On a déterré la tombe. On déterre la tombe, on la trouve même pas d'abord à l'intérieur, que la bonne dame était allée se balader. C'est d'où le marabout a demandé qu'on patiente à telle heure qu'elle va rentrer. Ils sont d'abord partis. Quand elle est revenue, ils sont allés déterrer. Que ça faisait 3 à 4 mois qu'elle était décédée. Qu'on a déterré. On l'a trouvée nette, intacte. Comme si de rien n'était. On a retiré ça, on a brûlé. On a retiré son cœur, on a brûlé. Depuis le jour là, sa pauvre maman est là ici. Ses enfants sont déjà grands. Puisque sa première fille avec 8 ans, sa deuxième fille avec 4 ans. Les enfants sont déjà grands aujourd'hui. La maman est toujours là avec ses pauvres enfants, elle élève ses enfants. Oui, c'était mon histoire. Merci. Et partagez, likez s'il vous plaît. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir la famille DMG. Bonsoir DMG. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. C'est votre médium non médium. Je viens de me souvenir d'une histoire, en fait, qui remonte au temps où j'étais au lycée. Et donc, j'étais au lycée, et pour tous ceux qui savent un peu comment ça se passe dans les lycées techniques, c'est un peu une grande famille. Et tous les enfants turbulents, là, ils sont tant d'entre eux. Et donc, je m'étais liée d'amitié avec un jeune garçon, je vais l'appeler Dimitri. Et donc, ce Dimitri était parenté à mes voisins. Donc, il venait souvent dans le quartier, on déconnait beaucoup. Vraiment, c'était vraiment un bon ami de déconne. Donc, on se voyait au lycée, tout allait bien. Et passe l'année du bac. Donc, on fait le bac. Et puis, vous voyez, après le bac, chacun part en vacances en attendant les résultats. C'est à ce moment-là que Dimitri vient dans le quartier. Il vient me voir. Il me dit, ah, tiens, je te cherchais et tout. Je dis, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, je te cherchais. En fait, j'ai fait un truc. J'ai dit, c'est quoi le truc? Il me dit, voilà, j'ai un service à te demander. Mais s'il te plaît, ne me dis pas non. Je dis, ah non, moi, je peux pas te promettre que je vais pas te dire non. Parce que tu me dis que tu as fait un truc et tout. Mais si tu me demandes de te rendre un service, il faut que tu m'expliques. Il dit, non, j'ai quelque chose à te remettre. J'ai dit, tu as quelque chose à me remettre? Il me dit, oui, je vais te remettre... Excusez-moi si vous entendez la respiration, c'est mon bébé. Donc, il me dit, j'ai quelque chose à te remettre. Mais il faut que tu ailles le mettre dans la penderie de tes parents. J'ai dit, c'est quoi? Il me dit, non, il faut d'abord que tu me promettes que tu vas le faire. J'ai dit, non. Si tu me dis pas pourquoi, moi, je dois mettre quelque chose dans la penderie de mes parents. Il me dit, en fait, j'ai fait un truc qui va me donner de l'argent. Ça va me donner de l'argent, mais pour ça, il faut que tu m'aides. J'ai dit, mais moi, je vais t'aider, j'ai quoi à voir avec ton argent? Il dit, mais non, si tu le fais et tout, dès que j'ai l'argent, je vais te donner une partie. J'ai dit, non. J'ai dit, non, moi, je peux pas. Je sais même pas, je connais pas les conditions de ta chose. Je ne vais pas prendre pour mettre dans la penderie de mes parents. Donc, s'ensuit une discussion, mais au final, on se sépare. Il est un peu fâché, il s'en va, et puis voilà, j'ai pas de ses nouvelles. J'ai pas de ses nouvelles. Donc, quelques jours après, j'apprends
que la maison de ses cousins qui était, on va dire, à 5 km de chez nous, a pris feu. Donc, on était scandalisés. On se dit, mais ça a pris feu comment? Et on ne savait pas si c'était la bouteille de gaz ou l'électricité. Et on apprend en fait que la maison a pris feu en partant de la ponderie du papa. Et il était donc la même proposition qu'il m'avait faite, il avait fait à sa cousine. La cousine, elle avait confiance en son cousin. Ils se sont dit, ils vont se partager l'argent. La cousine a pris le truc que Dimitri lui avait remis. Elle l'avait mis dans la maison. Heureusement pour elle que lorsqu'elle avait mis dans la maison, ils étaient tous sortis. Il lui avait demandé de mettre le soir, mais elle l'avait mis l'après-midi, donc ils étaient tous sortis. Donc quand le feu a pris, ils n'étaient pas à la maison. Ils n'étaient pas à la maison, donc quand le feu a pris, la maison était vide. C'est quand ils sont revenus, les voisins les ont appelés, qu'ils se sont rendus compte que la maison avait pris feu. Mais ils avaient tout perdu. Ils avaient tellement tout perdu qu'ils étaient obligés de venir vivre chez mes voisins, donc juste à côté de chez moi. Et c'est par la suite que j'apprends que c'est Dimitri qui lui avait fait la même proposition et qui lui avait remis le truc qu'elle avait mis dans la ponderie de ses parents, et puis ça avait pris feu. Et à ce moment-là, je me suis dit, mince, imaginez si moi j'avais fait ça. Donc, son pacte, on va dire, c'était qu'il puisse donner toute une famille. Donc, la famille allait mourir par le feu, et puis lui, il allait avoir l'argent. Depuis ce jour-là, Dimitri n'est plus jamais revenu dans le quartier. Je ne l'ai plus jamais revu. Je ne l'ai plus jamais revu. Et ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Et la fille, sa cousine, s'en voulait. Elle s'en voulait. Parce que voilà, elle avait fait confiance à son cousin. Tout ça pour avoir l'argent facile. Il était prêt à sacrifier des gens qu'il ne connaît pas. Donc il s'est dit, en fait au départ, il s'est dit, je te donne à toi, tu es une pote. Bon, même si ça vous arrive, on n'est pas parenté, on s'en fout. Mais imaginez dans quoi je me serais mise. J'aurais sacrifié toute ma famille pour quelqu'un juste avec qui on s'entendait, on était amis, et sans même savoir. Si j'étais le genre de fille naïve, bon, ok, je mets dans la ponderie de mes parents et puis on se partage l'argent. Ben, j'aurais sacrifié toute ma famille pour un ami qui voulait avoir de l'argent facilement. Donc, s'il vous plaît, sensibilisez vos enfants. Il n'y a jamais rien de gratuit. Il y a toujours un échange équivalent. Une vie pour de l'argent ou du sang pour de l'argent. C'est toujours comme ça. Merci à vous et bonne soirée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom Schnezer a raconté votre histoire, numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.